bienvenue sur Europe 1. Toute l'équipe est heureuse d'être à vos côtés en ce début de nuit pour vous accompagner pendant 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler, échanger des confidences, s'entraider. Assiba et Quentin vont se faire un plaisir de vous accueillir au 39 21 avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour réagir aux témoignages, vous avez le site europe1.fr ou les SMS. Alors on me dit que vous avez vous appelez assez souvent encore parce que pour les SMS c'est pas encore tout à fait rentré. Alors vous écrivez d'abord le mot-clé qui est nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Voilà, bien on va commencer tout de suite avec j'ai pas mon chaman sous les yeux, c'est Patrick qui est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis très heureux de vous avoir au téléphone et puis ému. J'ai découvert votre émission il y a quelques mois. Oui. Et je l'écoute maintenant régulièrement et j'ai trouvé que dans vos interventions, vous aviez un point de vue souvent très juste, pas culpabilisant et pas moralisant. Et voilà, et comme j'avais des soucis, j'ai eu envie de vous appeler. Écoutez, je vous remercie de votre confiance. Peut-être, voilà, déjà pour commencer, me présenter en quelques mots. J'ai 56 ans. Oui. Je suis marié depuis 34 ans, j'ai un grand garçon de 30 ans. Je suis cadre soignant depuis 30 ans dans un hôpital. Et puis en même temps, ayant fait un doctorat, je suis aussi maître de conférence à la faculté. Voilà, en quelques mots, je vous téléphonais parce que je vis une situation très particulière. J'ai rencontré il y a bientôt plus de 15 ans, dans le milieu où je travaillais, une femme qui est devenue ce qu'il faut bien appeler communément ma maîtresse ou mon amante. Et bon, on se connaît donc depuis plus de 15 ans. Et il y a un petit peu plus d'1 an, il s'est passé des choses importantes pour moi. Il faut savoir qu'en 2008, j'ai eu une opération. En 2003, j'ai eu d'abord un cancer de la prostate qui a été soigné par radiothérapie et j'ai vécu 6-7 ans sans souci. Et puis, entre-temps, en 2008, fin 2008, j'ai eu une opération grave du cœur parce qu'on m'a découvert une malformation congénitale et on m'a changé une valve aortique et une partie de l'aorte. Et début 2009, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et début décembre, j'ai été réhospitalisé parce que j'avais la prostate qui saignait beaucoup. Il fallait me faire une coagulation pour la 2e fois. Et la veille de l'opération, j'avais extrêmement mal au dos. Et le lendemain de l'opération, on m'a passé un scanner. On s'est aperçu que j'avais une fracture de vertèbre liée à des métastases osseuses. Je suis resté donc pendant 2 mois alité, sans bouger. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai eu de la rééducation. Voilà, donc j'ai énormément souffert. Et depuis, on s'est aperçu que j'avais aussi des métastases au foie et aux poumons. Et donc, depuis le mois de mai, je suis suivi en chimiothérapie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai eu une. Je suis rentré de l'hôpital il y a quelques heures. Et depuis 1 an, la relation que je vivais avec cette femme m'a posé beaucoup de questions. D'abord parce que il y a eu pour moi 2 choses fondamentales qui ont tourné ma propre mort, puisque je sais que je suis quand même bien atteint et que même si je me bats, ma vie est en jeu et que je peux mourir dans quelques mois. Et puis aussi des questions autour de l'amour. Et mes préoccupations tournent autour de 3 mots que je pourrais résumer en disant c'est des questions autour du désir, du manque et de l'attente.
depuis plus d'1 an, je me suis aperçu que cette personne avec qui j'avais des relations depuis plus de 15 ans, où il y avait beaucoup d'affection, il y avait même de l'amour, mais j'avais pas pris conscience de la puissance de cet amour, et je crois que l'approche de la mort m'a ouvert les yeux et je me suis aperçu que cette personne-là, c'était vraiment l'amour de ma vie, que j'y tenais beaucoup. Et nos relations maintenant sont devenues, je dirais, profondes, intenses. Et bon, elle travaille aussi à l'hôpital, et moi je suis en arrêt longue maladie. Et c'est vrai qu'on se rencontre quand on peut. Et ce qui est très dur pour moi, c'est tous les moments quand je la quitte et les moments d'attente où c'est vrai, on s'envoie des messages par le portable, je l'ai au téléphone, mais ces moments-là sont extrêmement durs à vivre pour moi. Elle me manque terriblement. J'ai besoin qu'elle me parle, j'ai besoin qu'elle m'écrive, et elle n'est pas toujours, bien entendu, disponible parce qu'elle travaille. Et puis en plus, ironie du sort, comme elle est préparatrice de pharmacie, on l'a mutée dans le service de cancéro, où c'est elle qui prépare les poches pour les personnes cancéreuses. Donc je trouve que c'est vraiment l'ironie du sort. Et voilà. Et puis dire aussi que j'en avais marre de vivre dans le secret, et que j'ai fini par en parler à ma femme en lui disant que je connaissais quelqu'un que j'aimais, et que j'avais essayé d'arrêter mais que c'était pas possible pour moi, et que je lui demandais si en gros elle voulait que je parte, et que je comprendrais, que je partirais, je ferais pas de scandale, et que je partirais, en comprenant tout à fait que c'est moi qui quitterais la maison. Et elle m'a pas dit ça, donc pour elle, c'était bien entendu difficile, mais on en a progressivement reparlé, et comme c'est une femme qui, je crois, m'aime, enfin, je crois pas, j'en suis sûr, elle m'aime elle aussi, elle me laisse vivre cet amour-là. Je lui ai dit aussi toutes mes attentes par rapport au moment où je mourrai. J'ai souhaité qu'elles soient toutes les deux présentes pour me tenir la main et m'aider à partir. Vous avez demandé cela ? Oui. J'ai demandé ça à ma femme, c'était mes souhaits. C'est difficile quand même, hein, ce que Pardon, vous demandez. j'entends très mal. C'est difficile ce que vous demandez là. Oui. Oui. Assez de femmes quand même. À votre femme notamment. Oui. J'en ai bien conscience. Vous lui demandez beaucoup là, je trouve. Oui. J'en ai bien conscience. Mais je pensais que c'était... En tous les cas, d'abord, vous n'en êtes pas là. Pardon ? Vous n'en êtes pas là. Je comprends que vous, évidemment, compte tenu de ce que l'on ce que vous avez appris concernant votre état de santé, la découverte de ces métastases, qui ont gagné effectivement du terrain et atteint des organes quand même vitaux. Que vous envisagiez l'éventualité de votre mort, hein, oui. Bon, que vous réfléchissiez à tout ça et voir comment. Donc, je comprends que toutes ces questions ne fassent pas que vous traversez l'esprit. Ah ben, elle m'occupe. Oui, mais je le comprends très bien. Mais en même temps, je ne sais pas comment a réagi votre épouse. Et elle a tout à fait compris. D'accord. Elle a tout à fait compris. Parce que je trouve que même si vous voulez pour elles deux, après tout, il y a vos souhaits, vos vœux, et puis après, peut-être que de toute façon, peut-être que d'ailleurs, et je l'espère pour vous, et que les choses ne se passeront pas du tout comme ça. Et vous vous anticipez, vous. Et ça peut se comprendre encore une fois, mais
mais si ça se déroulait comme vous l'envisagez, on peut avoir besoin d'intimité. Or, quand on est deux au chevet de l'homme qu'on aime, quelle place pour l'intimité? Bien sûr que pour vous, oui, vous êtes entouré des deux femmes. Alors l'une pour lesquelles vous réalisez, vous parlez de la puissance de cet amour, hein, ou au fond, et puis l'autre qui est la femme aussi qui compte, avec laquelle vous avez été marié pendant 34 ans et qui que vous aimez aussi certainement d'une autre façon et pour lequel vous avez un attachement aussi profond. Donc vous c'est très certainement réconfortant de les savoir présentes, de vous dire qu'elles pourraient être présentes, qu'elles seraient présentes toutes les deux. Bon, alors évidemment dans une situation aussi extrême que celle-là, comme vous dites, on passe sur beaucoup de choses parce que la sur lesquels on ne passerait pas en temps normal. D'ailleurs, même votre épouse, au fond, vous lui révélez la présence de cette autre femme au moment où elle vous sait gravement malade. Elle ne s'était pas aperçue, doutée de quoi que ce soit, parce qu'en 15 ans... Non, en tout cas, elle ne vous l'a pas dit. Non, mais en plus, je veux dire, j'ai toujours été d'abord très discret. Ouais. Et puis, tout en respectant la vie familiale, je veux dire, avec des choses aussi banales que d'être toujours présent, jamais absent, toujours présent à l'heure des repas, j'ai jamais découché, pour être clair, voilà. Je veux dire, je la rencontrais dans des moments, quand j'étais en RTT ou des moments ou après le travail, sur des moments courts. Mais si je vous dis, il y a des années où on se voyait très peu, mais on se téléphonait beaucoup, on s'envoyait des messages, et voilà, la pression dans la tête était là, quoi, aussi. Je veux dire, c'était pas simplement qu'une rencontre aussi dans la réalité, mais non. Mais finalement, ça se passe certainement beaucoup mieux que... Oui, j'entendais qu'on avait un souci avec le téléphone de Patrick depuis un petit moment, où il y avait des blancs sur... Certainement, c'était un portable, je sais pas, il y avait des soucis. Bon, on va essayer de le rappeler, on va passer un peu de musique et on va le rappeler, hein. Bon. Maroon 5, Misery. Bon, on va avoir Patrick un petit peu plus tard parce que visiblement il a des problèmes avec, c'était pas un téléphone portable, il faut qu'on le rappelle sur un autre numéro, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a des réactions qui arrivent qui sont arrivées déjà par SMS, mais je vais les lire en présence de Patrick. Ça sera quand même la moindre des choses, qui puisse réagir à vos réactions. On va entre-temps accueillir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline, merci Bonsoir. de me recevoir. Je vous en prie. Merci. Oui, donc voilà, moi c'est aussi un problème. Disons, j'ai 40 ans. Oui. Et je vis à l'île de la Réunion depuis une dizaine d'années, quoi. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai rencontré ma femme. Mais bon, je la connaissais depuis déjà longtemps. Disons, c'est des amis d'enfance qu'on avait. Et puis bon, voilà, depuis une dizaine d'années, on vivait bien, et normalement, sans histoire, sans un mot de travers, avec 3 enfants. Et puis bon, il y a à peu près 2 ans de ça, 2 ans et demi, ma femme, un soir, m'a dit qu'on lui avait dit que je voyais d'autres femmes. Et que voilà, quoi. Donc au début, je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait rien, parce que bon, j'étais toujours à la maison et puis il se passait rien. Donc elle m'a cru. Puis bon, avec le temps, je pense qu'elle a dû continuer à avoir des personnes qui lui ont parlé. Puis depuis de fil en aiguille, de temps en temps, voilà, quoi, ça revenait de plus en plus souvent. Donc ça fait 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et demi
on vit avec des hauts et des bas, donc il y a un moment, comme moi je pouvais demander à cette époque-là ma mutation pour la France, pour revenir en France. Oui. Donc elle m'avait demandé de faire la mutation pour repartir en France, et puis ça s'est passé à peu près il y a 3-4 mois de ça, et puis un soir, quand je suis arrivé un soir 2-3 minutes en retard à la maison, le lendemain, dans la chambre, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait plus repartir en métropole, quoi. Que je pouvais annuler la demande, et puis et puis une semaine ou 15 jours après, c'était plus la métropole, et c'était le restant, c'était la séparation, qu'elle voulait prendre son appartement, et puis partir avec les enfants. Puis là, depuis 1 mois et demi à peu près, dans lequel elle est partie en appartement, quoi, avec les enfants, quoi. Mais disons le problème, c'est que quand je vous appelle, c'est parce que disons qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, vous avez l'impression que tout s'arrange parce que comme là dans l'appartement, elle me demande de rester. Il y a des moments, certains soirs, pour rester avec eux parce qu'il y a ça qui va pas. Et puis qu'il y a d'autres soirs comme cette semaine ou la semaine dernière, on me fait comprendre que quand je viens voir les enfants, c'est juste pour venir voir les enfants. Et puis alors là, ça fait 1 mois qu'elle a pris un appartement, que vous ne vivez plus. C'est ça. Non, voilà, c'est ça. Oui. On n'est pas mariés, mais bon, Non, peu importe. Mais vous êtes ensemble depuis 10 ans. Oui, une dizaine d'années. Et vous avez 3 enfants, hein, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand pendant ce mois-là où vous dites elle-même semble un peu perdue au fond. Oui, je pense. Elle sait pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a. Qu'en est-il exactement? Parce que vous dites, parce que là vous dites on peut en parler un peu librement. Oui. Est-ce que vous êtes victime de rumeurs? Est-ce que il y a eu vraiment des infidélités de votre part? Non, je lui ai fait comprendre parce que je lui ai dit j'y aurait eu quelque chose. J'aurais dit carrément, et puis on aurait mis. Ah, c'est pas forcément la meilleure des choses, de dire, d'ailleurs. Oui, non, mais justement, non, là il y avait rien du tout. Mais le problème, vous avez l'impression, vous savez, de vous battre contre un mur, quoi. Parce que vous avez la personne en face de vous, et puis vous lui dites qu'il n'y a rien, et puis que voilà, quoi, que la personne qui est en face de vous. Pourquoi, selon vous, alors, Laurent, votre compagne a accordé autant d'importance à ces rumeurs? Pourquoi a-t-elle eu autant de difficultés? Pourquoi ne vous fait-elle pas confiance ou plus confiance? Je sais pas. Disons, c'est ça qui pose question. Voilà, c'est ça. Disons ici, on est sur une île, vous savez. Oui, alors c'est particulier, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et ici, vous savez, tout le monde connaît tout le monde. Vous savez, c'est petit. C'est pas comme en métropole quand j'habitais là-bas. Ici, dès qu'il se passe quelque chose, vous avez beaucoup de gens qui essayent. Ici, c'est où? Je veux dire, par rapport à la métropole, à La Réunion, c'est différent, quoi. C'est carrément différent. Oui. Et les gens tout de suite parlent, ici, c'est la dit, la fait. Et puis, oui, le climat, le côté insulaire, c'est vrai, surtout. Oui. Et comme ma femme, à l'époque, dans son travail, on avait essayé de la déplacer par rapport à des histoires, on avait essayé de la déplacer de travail en travail. Et puis comme on pouvait pas la mettre dehors parce que elle était en CDI et tout. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a essayé de toucher le point faible d'une autre façon, vous savez. Plutôt que de l'avoir au travail, on a dit, si on n'arrive pas... Moi, c'est ce que je pensais au départ. Et on n'arrive pas à l'avoir par rapport à son travail, on va essayer de l'avoir par rapport à autre chose. Parce qu'au début, quand on en a parlé il y a 2 ans et demi, je lui ai dit, écoute, il n'y a rien. Et on voyait qu'elle était soulagée, qu'il ne se passait rien. Puis ça a duré un petit moment. Et puis un petit moment après, elle est revenue à la charge en me disant, oui, mais nana. Et voilà, quoi. Mais il y a des moments, il y a même un moment, quand on parlait tout, elle était vraiment, on voyait que je pense qu'elle n'est pas bien, parce que par rapport à sa jeunesse, je pense que elle a eu beaucoup de problèmes, vous savez, elle a eu beaucoup de problèmes avec ses parents et tout ça, et je pense que tout ça... Non, mais si vous voulez, le problème, c'est ça, Laurent, parce que, je veux bien, j'entends le côté insulaire, et le fait que, y a une petite communauté comme ça, d'expats qui est là, un peu à s'auto-observer, on s'ennuie un peu, et du coup, on répand des rumeurs, mais... En même temps, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a d'autres... Pourquoi, au fond, votre femme, elle accorde plus d'importance à des étrangers qu'à vous-même?
Voilà, oui, c'est ce que je me suis posé aussi, vous savez. C'est ça, c'est-à-dire au fond, parce que ça devient infernal, c'est-à-dire que après il y a des rumeurs qui disent que vous êtes infidèle, donc elle vous demande d'apporter des preuves de votre infidélité, vous ne pouvez pas le faire puisque c'est le propre des rumeurs. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez fournir comme preuve? Donc c'est un problème avec votre, c'est un moment, c'est entre votre compagne et vous. Oui, c'est-à-dire dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Pourquoi, au fond, les autres ont pris tellement d'importance dans notre couple? Qu'est-ce qui ne va pas, au fond, dans notre couple? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que je me suis posé aussi. C'est parce qu'il y a un moment, vous savez, quand ça n'allait plus du tout, il y a un moment, toutes les semaines, où vous savez, c'était la même rengaine, c'était écoute, moi, dans une semaine, je m'en vais avec les enfants, si tu me dis pas la vérité, je pars. Pour qu'on repart à zéro, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que tu me dises la vérité. Si tu me dis plus la vérité, on repart à zéro, vous savez. On repart à zéro. Ben, à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai fait une bêtise. On repart à zéro. Et elle m'a dit, bon, on repart à zéro, puis on repartira à zéro. Mais ça, le problème, c'est que quand on n'est jamais passé par là, on peut pas savoir, vous savez. On peut pas savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là, parce que quand vous avez personne, disons moi ici, j'ai pas de famille, j'ai que ma mère qui habite en métropole, et j'ai personne. Donc il y a un moment où vous avez quelqu'un que vous aimez en face, et on vous met, disons, un ultimatum, et on vous dit, écoute, tu me dis la vérité, et puis on repart à zéro, puis stop, on oublie tout ça, et on repart avec de nouvelles bases. Mais à un moment où oui, mais là, ça ne va pas, parce que au fond, elle veut vous faire dire des choses qui ne sont pas la vérité. Et au fond, c'est si vous, c'est terrible parce que derrière, ça peut être très très destructeur ce genre de situation, parce que acculé, vous pouvez finir par dire, c'est ce qu'on voit dans les situations de jalousie. De finir par dire oui, c'est vrai, quand on a affaire à un conjoint qui est jaloux, qui va nous accuser d'infidélité, alors que il n'y a pas infidélité. Parfois, on en a tellement marre qu'on finit par dire oui, c'est vrai, je t'ai trompé. Et là, ça déclenche les foudres et c'est de la dynamite. Donc, semble-t-il, vous voyez, je pense que derrière ça, il y a quand même quelque chose d'autre. Parce que quand elle vous dit, dis-moi la vérité et on repart sur des bases saines, non, c'est pas vrai. Puisque de toute façon, vous n'allez pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Et à un moment, j'avais parlé de ça avec ma mère et puis un ami de travail. Il m'avait dit surtout, il dit ne rentre pas là-dedans, il dit ne fais pas ça. Mais je dis oui, mais je connais, disons, moi je lui ai dit, moi je connais ma femme, et si elle me demande ça, c'est que elle a peut-être besoin d'entendre ça pour repartir sur des bases. Mais c'est-à-dire que vous seriez prêt à lui dire que vous l'avez trompé? Oui. Et à un moment, j'ai tellement eu peur, vous savez, j'ai tellement eu peur de la perdre et de perdre les enfants en même temps que, oui. Mais vous la perdriez en disant ça, hein? Parce qu'après, comment vous ferait-elle confiance? Quand je réfléchis à tout ça maintenant, oui, je sais que... Parce qu'après, elle aura beau jeu de vous dire, tu vois, j'avais raison. Oui, voilà. Donc, et effectivement, tu me trompais. Quand on n'est jamais passé par là, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas... Est-ce que votre femme est d'un naturel jaloux? Je pensais pas avant, parce qu'avant, disons que quand je partais travailler, il y a des moments, elle me disait faire les courses le soir et tout, avant de rentrer du travail et tout. Elle m'a jamais rien dit. À un moment, je faisais même le dimanche, je pouvais faire du VTT, vous savez. Elle me disait, fais ton sport le dimanche et tout. Je suis parti faire du VTT, elle m'a jamais reproché ça. Et puis après, c'est sûr, quand il y a eu les histoires, c'est venu de tous bords, quoi. Est-ce qu'elle a une activité? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a... Oui, elle travaille, oui. Elle travaille toute la semaine et tout. Bon, elle a les horaires où elle peut finir un peu plus tôt pour justement récupérer les enfants à l'école, quoi. Mais bon, il y a des moments, il y a des trucs blessants. Bon, après, les trucs blessants, est-ce que c'est parce qu'elle est blessée en elle-même? Il y a un moment, comme je sais qu'elle est très croyante, vous savez, on était parti voir il y a un moment, un dimanche, en sortant de la messe, j'ai dit, moi, j'ai envie de parler au prêtre, faut que je le voie. Donc, j'ai été le voir, et quand j'ai parlé tout ça avec, il m'a parlé, il m'a dit, est-ce que votre femme est là? Je dis oui, elle est en voiture, mais je sais pas si elle voudra venir. Donc, il l'a appelée séparément, puis après, il nous a pris tous les deux ensemble. Et à un moment, on parlait et tout, et puis devant le prêtre, je m'attendais pas à ça, et puis devant le prêtre, elle commence à dire au prêtre que depuis 10 ans, qu'elle a jamais été heureuse depuis 10 ans.
qu'elle m'aime plus, que voilà, que j'ai fait ci, que j'ai fait là, qu'elle me fait pas confiance. Il y a même un moment où j'avais eu un accident de voiture une fois avec ma voiture. Bon, j'avais écrasé ma voiture et qu'on était en colère un jour. Je lui ai dit, écoute, j'aurais peut-être dû rester dans la voiture ce jour-là et puis au moins t'aurais été tranquille. Et ce jour-là, elle me fait, bah oui, peut-être que c'était peut-être la solution. Donc après, quand vous entendez des trucs comme ça... Oui, c'est très violent. C'est dur à encaisser, puis on se demande si c'est par... Pourquoi il vous en voudrait autant? Pourquoi, selon vous, elle vous envie autant? Je sais pas, justement, parce que... Pourquoi une telle colère? Je vais vous dire, j'ai jamais, depuis 10 ans, je peux... Disons, j'ai ma grand-mère qui est morte il n'y a pas longtemps, donc je peux le dire sur la tête de ma grand-mère que depuis 10 ans, on n'a jamais eu un mot, quoi. On n'a jamais eu un mot de travers, j'ai jamais manqué de respect à ma femme, au contraire, dès qu'il y avait quelque chose... Non, j'ai bien compris, mais pourquoi... Bon, parfois, là, visiblement, elle est très, très en colère, après vous. Oui. Donc, quand on est en colère, on peut dire... c'est-à-dire, là, elle vous en veut terriblement, et donc, elle va remettre en question toute votre relation. Bon, alors évidemment, ça fait mal à entendre, mais... Qu'est-ce qui ferait, pourquoi, au fond, je sais pas quelle est son histoire à elle. Est-ce que elle a ses parents, elle a des parents qui vivent ensemble, qui sont séparés, Ils vivent ensemble, mais je pense qu'ils ont eu certaines choses dans le passé, peut-être qui ressemblent à ce qu'elle croit, peut-être que ce qui se passe entre nous, vous savez. Peut-être que... C'est-à-dire peut-être que ses parents ont eu des histoires de couple ou quoi, et qu'elle reporte peut-être ça sur nous et qu'elle veut pas revivre peut-être la même chose, je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous dites ça, c'est qu'elle en a parlé. C'est que j'ai eu déjà des échos de ça. Elle vous en a... Oui, elle a évoqué... Non, elle m'en a pas parlé spécialement. Enfin, si, elle m'en a parlé les derniers temps. Elle m'en avait parlé que, comme quoi, peut-être sa mère aussi et trucs, mais... Sa mère aussi, c'est-à-dire qu'il y avait eu des histoires aussi de couple, tout ça. Donc, oui, mais quoi? C'est-à-dire des histoires d'infidélité? Sa mère aurait été trompée? Voilà. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'elle s'est dit, bon... parce que je sais que dans le passé, quand elle était plus jeune, elle faisait souvent des fugues, et puis qu'elle voyait beaucoup de psychologues, tout ça. Donc, est-ce que tout ça, elle a reporté tout ça justement sur ce qui se passait entre nous? Quelle relation aujourd'hui a-t-elle avec ses parents? Une bonne relation, parce que je sais que c'était pas le cas dans le passé, mais maintenant peut-être que ses parents se sont... Je sais qu'elle a des bonnes relations, parce que là, dernièrement, je vois que mon fils, le plus grand, est parti justement chez la mère de ma femme ce soir. Donc oui, maintenant, ça se passe bien, quoi. Mais je sais pas, c'est ça, De toute façon, vous savez, Laurent, il va falloir lui dire que, bon, moi je pense que surtout la chose à ne pas faire, c'est ne surtout pas aller lui dire, rentrer dans son jeu, qui n'est pas un jeu, parce qu'il y a quelque chose qui... vous souffrez, mais elle aussi, d'une certaine façon, même si elle vous fait... Ne rentrez pas dans son jeu de lui dire que oui, vous l'avez trompé. Parce que ça ne réglera rien et vous ne récupérerez pas votre femme. Hein. Ouais, ça, je me doute. Donc, à un moment, il faut lui dire, il y a quelque chose qui est en train de nous dépasser. Ou qu'elle est en train de vous faire un faux procès et bon que vous... Mais non, il y a un moment tout est mélangé, vous savez, parce qu'on a eu des problèmes d'argent, on a eu ces problèmes. Oui, mais certainement qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de problèmes. Il y a vous rencontrez des difficultés comme ça peut survenir dans les couples. Qu'il y a peut-être des choses dans son histoire personnelle, des choses de l'histoire de ses parents qui émergent. Il y a peut-être des choses comme ça. Bon, où finalement, tout d'un coup, vous êtes diabolisé. Hein, mais alors de deux choses l'une, soit elle a encore des sentiments pour vous et elle a envie de sauver votre couple. Hein.
vous avez encore des sentiments pour elle, à vous entendre. Ah oui, bon. Alors, soit elle a encore des sentiments pour vous et elle a envie que votre couple avance, évolue. Parce que sinon, elle vous dirait, elle ne vous dirait pas en même temps, allez, dis-moi à vous, et puis expie, et puis au fond, on va tout reprendre à zéro. Donc. Je crois qu'il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un pour en parler, parce que c'est bien joli, là, elle est allée voir le prêtre, mais au fond, oui, il y a eu cette, elle lui a dit, pique-pendre sur vous, mais ça l'a peut-être libéré sur le moment, mais ça n'a pas fait avancer les choses au niveau de votre couple. Je pense qu'il faudrait qu'ensemble vous alliez voir quelqu'un. Quand on était prêt à partir en métropole, et à un moment, je voyais que le soir, elle était pas bien, donc elle avait pleuré et tout. Et puis moi, elle m'avait dit, j'espère qu'on va s'en sortir, parce qu'elle avait peur que ça aille trop loin. Donc je pense qu'elle a encore des sentiments, parce que même il y a un moment, il y a des choses que je ne comprenais pas non plus, parce que le fait de me dire, un soir, elle m'a dit, bon, elle a son appart maintenant, on est séparés, donc ça voulait me faire comprendre que, bon, on est séparés, il faut pas que je passe ma vie là-bas et tout. Et puis d'un autre côté, il y a un moment, bon, il y avait certaines, ici, bon, on est un peu dans une région tropicale, donc il y avait certaines bêtes qui traînaient dans l'appartement, donc un soir, elle m'avait dit, un soir, j'entends le téléphone sonner vers minuit, elle me dit, est-ce que tu peux venir, parce qu'il y a des bêtes qui traînent dans la maison, donc j'étais parti là-bas, j'étais resté dormir. Et puis un soir, le lendemain, c'était pareil, il y avait encore des... Oui, mais est-ce que vous avez dormi avec elle ? Justement, voilà, c'est ça. Le deuxième soir, vous savez, le premier soir, j'allais dormir dans la banquette, et le deuxième soir, elle me dit, dors dans la chambre de Mathis, de mon fils. Donc je dis, bon, je vais dormir dans le lit de Mathis, mais bon, moi, j'avais pas compris la chose. Je dis, je vais pour aller dormir. Je dis, elle va dormir avec ma fille dans la chambre, et puis je vois qu'elle vient dans la même chambre que moi pour dormir. Donc j'étais un peu... oui, alors, vous n'avez pas saisi l'occasion de dormir. Non, mais je dis de dormir avec elle. Non, parce que ça faisait 5-6 mois qu'on dormait plus ensemble, donc là j'ai trouvé ça un peu bizarre, donc je me mets dans le lit dans le même lit qu'à côté d'elle, et puis je sais que bon, de temps en temps elle aime bien qu'on lui fait des chatouilles dans le dos, des trucs comme ça, donc il se passe quelque chose, et puis bon, pendant une demi-heure on parle et tout, et puis on reste l'un collé à l'un avec l'autre, et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, elle me dit, écoute, dors, parce que demain matin tu seras fatigué pour aller travailler. Et ça s'est passé pendant 2-3, voire 3-4 jours où j'ai dormi avec elle le soir. Il y a même le 4e soir où elle me... Oui, mais vous voyez bien que quelqu'un qui voudrait se séparer de vous, Laurent, n'aurait pas ce comportement-là. Donc, mais vous, on vous sent un peu timoré, c'est-à-dire... je me sens bizarre, parce qu'il y a un moment, la semaine dernière, quand j'étais pas bien et tout, je la vois tout seul dans la cuisine, et puis les enfants, ils étaient devant la télé, donc je dis, je vais lui parler. Donc je la vois tout seul, et je fais, écoute, moi je suis trop malheureux, je peux pas vivre comme ça. Je pourrais pas tenir, quoi. Donc j'y te manque trop. Bon, Laurent, il faut un peu vous ressaisir, oui. Oui, elle me regarde et elle me dit, moi je suis heureuse, moi, donc bon. Non mais Laurent, il faut vous ressaisir. Je veux dire, votre femme en même temps. Je suis désolée, ces histoires, quand elle vous appelle pour ces histoires de bêtes là dans l'appartement, en même temps, elle vous dit, vous étiez prêt à dormir là gentiment sur la banquette ou dans la chambre de votre fils, et puis elle vous ouvre quand même la porte de sa chambre. Hein. Bon, donc alors c'est vous. Bon, je comprends, vous êtes perdu, vous savez plus quelle place occuper. Bon, elle attend de vous aussi que, au fond, vous avez tous les deux besoin d'être rassurés. À vous aussi de la rassurer sur les sentiments que vous lui portez. Et c'est pas le moment de flancher, quoi. C'est le moment de lui redire que vous l'aimez, que vous tenez à elle, et que vous n'avez pas envie d'autres femmes et tout, et que la rumeur, peu importe, et que finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, au fond, à ne plus vous comprendre, à peut-être plus arriver à bien vous parler, suffisamment vous parler. Qu'est-ce qui fait que peut-être elle s'est à un moment moins sentie considérée, peut-être que elle a eu le sentiment que vous ne la regardiez plus assez, qu'il y avait plus assez d'attention pour elle. C'est tout ça qu'il faut mettre sur la table.
Voyez, Ouais, je c'est sais. plus à ce niveau-là, plutôt que de dire chacun dans son coin, je suis malheureux ou me quitte pas ou voilà. C'est dire bon, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'au fond tu as pu penser que je t'aimais moins au point d'aller vers d'autres femmes ? Mais le problème, c'est que c'est difficile de parler avec elle, vous savez. Parce que dès que vous commencez Non, à mais dire j'ai que- bien compris. Mais c'est Il y a des moments, vous savez, certain. quand je suis là. il y a des moments, Laurent, je suis c'est pas aussi avec parce que elle. vous n'arrivez pas à parler que vous en êtes arrivé à ça. Donc, si vous lancez pas aujourd'hui l'un et l'autre, ça va continuer, quoi. Et vous allez rester chacun dans vos appartes. Mais en même temps, elle a beau être dans son appart, elle vous appelle quand même pour chasser les bêtes dans le sien. Donc, c'est déjà un bon signe. Parce qu'après Oui, c'est tout, ce que j'ai les pensé bêtes, on aussi, peut les ça. chasser autrement. Ah oui, voilà, c'est ce que j'ai pensé. Je dis, c'est quand même bizarre qu'elle me dit, bon, maintenant, c'est chacun de son côté, puis voilà, quoi. Donc ça vaut la peine. Et puis peut-être aller en parler aussi à ce moment-là avec. C'est vrai que c'est difficile dans ces situations, mais avec quelqu'un, un thérapeute de couple. J'avais Proposez-lui en demandé, tout cas. vous savez, à un moment qu'on avait des gros problèmes, j'ai dit, allons justement voir une personne comme ça. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui a un problème ici, c'est toi, c'est pas moi. Donc, elle dit, si toi tu veux y aller, tu y vas, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, Vous pouvez dire que c'est votre relation qui a un problème. voilà. Pour que ça n'ait pas l'air de jeter seulement le discrédit sur elle. Que c'est Mais votre vous, relation qui est en souffrance en tout cas. Ouais. Mais D'accord ? par rapport à vous, vous pensez qu'il faut quand même, tenter, je vais continuer, je veux dire. Mais continuez, écoutez, si vraiment elle vous dit qu'elle a plus de sentiments pour vous, au bout de tout ça, on peut pas, vous pourrez pas vous battre tout seul pour votre couple. Mais d'après ce que vous me dites, elle semble assez perdue, aussi perdue que vous, et je pense que pour le moment, oui, ça vaut quand même la peine d'essayer. Parce que je crois que derrière, il y a des choses de son histoire personnelle à elle, du couple de ses parents qui entrent en ligne de compte. Et puis, il y a quand même aussi 3 enfants qui sont en jeu. Donc, ça vaut peut-être la peine, il n'y a que moi que vous êtes séparés. Ça vaut peut-être la peine, oui, de tenter quelque chose. Je pense. Je sais que de temps en temps, le plus grand me dit que quand il était avec sa mère, il dit pourquoi papa il revient pas. J'ai envie que papa il revienne à la maison. Et je sais que ma femme avait répondu 2-3 fois, comme quoi elle lui avait dit, moi j'ai mes 3 enfants, c'est le principal, ça a l'air de dire peut-être, je sais pas. Mais vous n'avez pas dit à votre femme que vous l'aviez trompée ? Non, mais je veux dire, il y a un moment, un soir, elle m'avait dit, écoute, dis la vérité, dis que t'as fait des bêtises et tout. Donc, il y a un moment, elle dit, on repart à zéro. Oui, je l'ai dit. Oui, je lui ai dit. Ben oui, mais alors c'est... oui, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, ça, c'est là où vous avez fait... le problème, c'est que vous avez fait une erreur fondamentale, oui. hein. Oui, vous avez fait une erreur fondamentale parce que c'est ce que l'on fait quand on est complètement acculé. Vous avez avoué une faute complètement imaginaire. Voilà. Alors il faut vraiment reprendre avec elle. Comment voulez-vous si vous êtes puni maintenant? Oui. Elle vous punit. Oui, je sais. Quand j'ai pensé. Vous voyez, enfin, vous êtes, je sais pas aussi, vous vous punissez de quelque chose. Enfin, c'est complètement dingue, hein. Vous n'avez pas été infidèle. Vous sous la pression, vous dites que. J'ai regretté après parce que. Il y a de quoi. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait derrière, j'ai dit, j'ai fait ça pour. En pensant que. Écoutez, je crois qu'il faut vraiment reprendre avec elle en disant que il y a eu tellement. Vous avez été tellement poussé à bout, tellement que vous pensiez qu'au fond, en lui disant ce qu'elle attendait, vous aviez l'impression que c'est ce qu'elle attendait, que ça allait s'arranger. Naïvement. Parce que, en fait, les hommes qui souvent sont infidèles, comment dire, pardon, pour Patrick qui nous écoute, mais on voit, enfin pas pardon d'ailleurs, on voit Patrick qui nous disait, il a une liaison pendant 15 ans, il nous disait que sa femme ne s'était aperçue de rien, il a été très discret. Souvent, dans ces cas-là, on fait en sorte de ne pas se faire prendre. Et voilà. Bon, vous n'êtes pas infidèle, votre femme vous met une telle pression, eh ben oui, vous avouez quelque chose que vous n'avez pas fait.
Alors évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses clics et ses claques et maintenant elle vous fait bien payer. Alors c'est vrai que ça va être compliqué pour vous de revenir en disant ben non, tu sais, en fait c'est pas vrai. Voilà. Ça va être compliqué de lui dire oui, il va vous falloir un bon avocat et l'avocat ça va être vous. de dire j'étais mal, j'ai eu l'impression qu'au fond j'allais m'en sortir comme ça. Moi je crois qu'il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un pour dénouer tout ça. Hein. Ah ouais, le problème c'est que moi tout non ça, mais vraiment parce que je vois pas comment vous allez sortir. Je crois que c'est sa problématique à elle, hein, qu'il y a quelque chose de son histoire de couple. Je sais qu'elle a des sentiments à côté parce que je dis c'est pas possible qu'à certains moments, sinon je pense que s'il n'y aurait eu plus rien du tout, elle m'aurait dit dès le départ, écoute, maintenant j'ai mon appart et puis tu viendras voir les enfants tel jour et puis voilà quoi. Dès que là, je veux dire pratiquement tous les soirs quand je rentre du travail, je passe par là, je reste une demi-heure tous les soirs pour voir les enfants et puis de temps en temps manger avec eux. Donc. Mais oui, mais je ne sais pas quel sentiment de culpabilité vous a poussé à avouer quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est qu'à un moment, vous savez, le problème c'est qu'il y a un moment quand elle était vraiment énervée et tout. Et à un moment, j'ai essayé de discuter des moments avec elle, et puis elle était dans la chambre, et puis elle est arrivée, elle m'a dit laisse-moi passer. J'ai dit non, il faut qu'on discute, il faut qu'on règle certains problèmes. Et là, il y a certains moments, elle m'a tapé dessus, elle m'a dit laisse-moi passer, ou sinon je vais chez les gendarmes ou des trucs comme ça. Donc il y a un moment, elle était descendue, et puis elle est partie dans la cuisine une fois ou deux, et puis elle est partie dans le tiroir où il y avait les couteaux. Elle m'a dit, j'ai bloqué sa main, elle m'a dit écoute. Si ça continue comme ça, je me tue et tout. Donc quand vous entendez des trucs comme ça, au bout d'un moment, vous vous dites... bon, alors écoutez, je crois effectivement, Laurent, on n'avait pas tout cela, mais vu ce niveau de... Ça fait peur, vous savez. Oui, là, on est dans quelque chose qui est quand même... complètement irrationnel. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de complètement qui dépasse complètement l'entendement. Complètement l'entendement. Donc vous, elle perdait complètement pied. Et vous, face à tout ça, oui, vous avez été pris de panique. Et je crois qu'il faut reprendre ça avec elle tranquillement, calmement, en lui disant que vous avez été littéralement débordé, perdu. Vous avez perdu pied. Au fond, l'un et l'autre. Et ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi, encore une fois, je crois que là, je vais pas vous le répéter parce qu'on tourne en rond, votre couple en est arrivé là. Et vraiment, allez en parler parce que je crois que votre femme est quand même dans une grande souffrance, vous aussi, et votre relation est en souffrance. Là, il va falloir qu'on conclue et il faut vraiment que vous alliez en parler à un thérapeute. Hein. D'accord ? Ok, d'accord, très bien. Bon courage. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Ben, l'oncle Saul, petite sœur. Alors des messages qui arrivent pour Laurent. Il y a Chiarella qui dit pourquoi ne pas écrire à votre femme pour lui dire la vérité, exprimer ainsi vos sentiments. Il y a aussi un message pour dire il y a Lilana qui dit il pourrait aussi faire écouter à sa femme son témoignage sur le site d'Europe 1, faire écouter l'émission en podcast, ça pourrait amorcer la discussion. Et puis Yacinda qui dit par amour on est vraiment capable de tout, même du pire. Laurent en est un exemple certes ironique mais dramatique, bonne chance à lui. C'est quand même terrible de voir que oui, on peut être amené à avouer une faute entre guillemets qu'on n'a pas commise, mais on voit en même temps plus ça allait, au fond Laurent nous dit que sa femme l'a poussé à bout, enfin le côté complètement la dimension quand même assez hystérique de la scène où elle s'empare d'un couteau, dit qu'elle va se tuer, enfin menace. Bon, il y a quelque chose. On voit comment parfois certaines femmes, notamment, peuvent pousser à bout aussi les hommes dans leur retranchement. Et là, c'est donc il y a vraiment un rapport très
très très sadomasochiste, au sens moral du terme, entre deux. Donc je pense que je comprends mieux Laurent quand il disait qu'il avait du mal à communiquer, parce qu'évidemment maintenant il est il est puni, d'une certaine façon. Elle a beau jeu de lui dire il paye. Voilà, elle s'estime victime, lésée, donc il paie pour une faute qui, encore une fois, il n'a pas commise. Donc je crois qu'il faut vraiment aller dénouer ça avec un tiers. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors en fait, moi ça me tenait à cœur de vous parler, parce qu'en ce moment, j'endors pas la nuit tellement que ça me tracasse de mon problème. En fait, il s'avérait que je suis enceinte d'1 mois et 1 semaine, donc j'ai 18 ans. Et le problème qui se posait était de l'annoncer à mon père. Oui. Et donc, moi, je ne pouvais pas l'affronter et je demandais à mon copain d'aller le voir et de lui dire. Et donc, il l'a pris comme il l'a pris, de ce que mon copain m'a dit. Comme quoi, il m'a dit comme ça. Il a dit que j'étais pas mature, que, plein de choses comme ça. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. C'était l'âge de ma part d'avoir envoyé mon copain lui dire pourquoi j'ai pas osé l'affronter, parce que j'ai 18 ans tout juste de dimanche, et je me suis dit je savais pas comment aller voir mon père et comment lui dire, et il a dit à mon copain de toute façon si elle le garde qu'elle vienne même plus me parler. Donc je le croise tous les jours, je le voyais tous les jours avant hier soir. Et là, maintenant, je sais plus comment faire. Je l'ai vu tout à l'heure. Quand vous dites que vous le croisez, ni un regard, ni rien. Quand vous dites que vous le croisez tous les jours, c'est-à-dire que... Je vous entends très mal. Oui, je vois ça. J'entends plutôt. Quand vous dites que vous le croisez tous les jours, donc vous ne vivez pas avec votre père? Non. Je suis en foyer de jeune travailleur. D'accord. Depuis quand? Je ne vis plus chez mon père depuis 1 an. Ça va faire 1 an le 17 décembre. Pour quelle raison? Pour conflit familial, on s'entendait plus. Il y avait sûrement la crise d'adolescence. Je n'aime pas sa copine, donc voilà, il y avait souvent des conflits. On se respectait pas, et j'ai préféré partir. Je vis dans une chambre de 10 mètres carrés. Donc c'est mieux que rien. J'ai mon indépendance, je peux rentrer quand je veux. Voilà, maintenant je suis majeure, mais voilà pourquoi je ne vis plus chez mon père. Mais là, je sais plus comment réagir face à ce problème par rapport à mon père. C'est vrai que à 18 ans, quand on apprend que sa fille est enceinte, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie des roses, mais à ce qu'il me parle, à ce qu'il m'appelle, à ce qu'il me rassure. Oui, vous auriez aimé quand même avoir un échange avec lui, pouvoir parler avec lui. Oui, voilà, ce qui est déjà compliqué. Voilà, mais pas le premier rapport, en fait. Je voulais pas. Vous voulez pas lui annoncer. Vous aviez peur un peu de sa réaction, certainement. Voilà, mais je faisais beaucoup d'insinuations à mon anniversaire. Je voulais pas lui dire avant mon anniversaire pour ne pas le gâcher. On va continuer à en parler, Anaïs. Ne raccrochez pas, ça sera après le journal, dans quelques minutes. Restez en ligne. Vous écoutez Europe 1, il est minuit et le journal est présenté par Jean-Michel Duel. Deuxième heure de cette libre antenne. Nous sommes en direct, bien entendu, jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à nous appeler pour témoigner au 39 21. Vous pouvez aussi réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, et des témoignages
fort, particulièrement ce soir au 39 21. Donc vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr, nous envoyer vos SMS en écrivant d'abord le mot-clé nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Des messages qui arrivent pour Laurent, un courriel de Christelle qui dit: je pense que la femme de Laurent cherche à avoir des preuves de ses sentiments et attend de pouvoir reprendre confiance en lui pour ce qu'il lui a avoué. Elle a peut-être besoin de temps pour reprendre une vie commune, mais j'ajouterais qu'elle a quand même besoin de faire aussi un travail sur elle-même, parce que pourquoi une telle perte de confiance au sein de ce couple, et pourquoi avoir acculé Laurent comme ça et l'avoir amené à avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. Et puis on va retrouver Anaïs. Donc Anaïs, vous avez 18 ans. Et donc vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte d'1 mois. Voilà. Et donc vous me disiez que vous n'avez pas osé l'annoncer vous-même à votre père, avec lequel vous ne vivez pas, parce que depuis 1 an vous êtes dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc c'est votre petite amie qui est allée lui annoncer la nouvelle. Ça n'a pas dû être simple d'ailleurs pour votre petite amie. Oui, il stressait énormément. Oui, on l'imagine, le pauvre. Oui, il devait être dans ses petits souliers, comme on dit. À quel âge votre petite amie ? Il va avoir 19 ans en décembre. D'accord, mais il a assumé ses responsabilités. Il y est allé. Oui, ouais, je sais bien. Je sais bien, et je vous appelais pour vous demander si vous me trouvez... l'âge, vous m'avez dit. Voilà, pas du tout. Ah non, alors Anaïs, vraiment, de quel droit je me permettrais de vous juger, et je comprends que ce soit difficile d'annoncer à ses parents quand on est encore une jeune femme. Vous êtes vraiment une toute jeune femme, une grossesse, parce que c'est compliqué, parce que ça suppose au fond c'est annoncer. Alors je ne sais pas si votre père savait. Ça veut dire, c'est derrière cela, ça veut dire qu'on a à la fois forcément un petit ami, qu'on a une sexualité avec ce dernier, et donc en plus qu'on attend un enfant. Ça fait beaucoup. Vous voyez, il le connaissait avant, mais il le connaît depuis le début de notre histoire, mais il se voyait. Mais pour autant, tout ce qui touche à l'intimité, à votre sexualité, c'est votre, ça vous appartient. Donc autant quand on est plus âgé, c'est après on est dans des choix de vie où les parents sont plus à même de dire, d'être à même de dire on va être grands-parents. Mais là, ce qui complique d'autant plus les choses, c'est que vous avez des difficultés relationnelles avec votre père. En ce moment, depuis que je suis au foyer de jeunes travailleurs, donc ça va faire 1 an, je m'entendais super bien avec mon père. D'accord, ça a amélioré vos relations d'être depuis que vous n'êtes plus sous le même toit. D'accord. Voilà, oui, on s'entendait super bien, mais c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, déjà. J'étais dans le doute de le garder ou pas. Oui. Et donc, moi, dans ma tête, c'était si mon père le sait, j'aurais plus de facilité à avoir ma décision. Donc voilà. Et puis j'endormais plus la nuit. Mon copain, il le supportait. Je le réveillais tout le temps. Ça me tracassait. Et puis il a pris son courage à deux mains. Il a dit écoute, je vais y aller, je vais lui dire, et puis au moins ça sera dit. Qu'il réagisse mal ou bien, il faut lui dire parce que on n'en vit plus Oui. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc moi je suis allée plus loin du bâtiment de mon père avec une amie. Et
il lui a annoncé tout simplement que moi j'essayais de faire des hallucinations à mon anniversaire, comme quoi j'avais un retard de règles, plein de choses comme ça, que peut-être que même mon copain a dit peut-être que ta fille elle te rendra grand-père avant ses 20 ans. Il y avait plein de choses et il réagissait pas. Il ne comprenait pas. J'ai été faire des courses avec lui. Il m'a emmené faire mon plein de courses. Je suis passée devant les couches. Il m'a dit en rigolant, t'as pas besoin de couches? Non, je lui ai dit non, pas pour l'instant. Je veux dire, et il n'a pas réagi. Il n'a pas du tout réagi par rapport à ça. Et c'est vrai que quand mon copain lui a dit, il a dit ah oui, mais c'est vrai, toutes les insinuations que vous faisiez et tout. Il lui a dit comme ça si elle a pu qu'à se le faire enlever. Et mon copain lui a dit on est dans la décision. Et mon père a rétorqué comme ça que si je le gardais, si on le gardait, on prenait la décision de le garder, c'était même plus la peine que je vienne le voir. Donc c'est vrai que c'est faire la décision de garder son enfant qu'on porte en soi-même et puis garder le lien avec son père. J'ai toujours vécu avec mon père. Oui, vous ne parlez pas de votre mère? Non, parce que en fait, je vous avais appelé il y a 1 an pour recontacter ma mère et ça ne s'est pas, ça s'est fait, mais elle est encore très très distante avec moi et de plus je lui ai présenté mon copain il y a pas si longtemps que ça et elle ne l'aime pas du tout, elle ne l'estime pas du tout, elle me dit que des critiques sur lui et même si elle l'apprenait, je pense que mon père va lui transmettre le message, entre parents ils se parlent et voilà quoi, si elle l'apprend aussi, je pense que ça lui fera un choc. Mais après ma mère, c'est pas quelque chose qui me travaille parce que ma mère n'a jamais été là dans mon enfance, elle s'est jamais occupée de moi. Donc c'est plus alors mon que père votre père c'est lui qui s'est occupé de vous, qui voilà, c'est mon père. Oui, vous avez besoin de son soutien, de sa protection finalement. Voilà, j'ai été placée en famille d'accueil étant petite, j'ai vécu de la maltraitance par rapport à ma mère et mon père m'a sortie de là, a eu la garde définitive à mes 11 ans. Donc j'ai toujours vécu avec mon père, ma scolarité de collégienne tout le temps quoi. Et je me confiais beaucoup à mon père, c'est chez lui que j'ai eu mes premières règles, j'ai tout vécu avec mon père et c'est vrai que j'avais besoin de lui dire, de toute façon je m'en rendais malade et c'est pas moi qui l'a dit et je me suis dit, tout le monde me disait mais c'est à toi de le dire, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pas en faisant des hallucinations, faut que tu lui dises carrément et moi je pouvais pas, je me sentais pas capable et mon copain aussi s'en rendait malade de me voir comme ça et il s'est démené à lui dire quoi. Vous faites un lapsus d'ailleurs, au lieu de parler d'allusion, vous l'avez dit d'ailleurs le mot allusion, vous me parlez d'hallucination. Oui, je me suis peut-être mal exprimée. Je sais pas si c'est seulement ça. Comme si il y avait quelque chose qui, justement, c'était un peu hallucinant pour vous aussi, d'être cette situation, d'être enceinte. C'est vrai que ça m'est tombé comme ça. Je veux dire, je m'y attendais pas. C'était un petit peu voulu et à la fois un accident par rapport à. Je suis en plein diplôme de serveuse en CAP et donc c'est vrai que le fait de le garder, ça viendra à rompre le contrat, à ne pas avoir de diplôme. Il y a beaucoup de choses qui c'est vrai ça. Vous ne pourrez pas poursuivre si. Je poursuivrai peut-être après la grossesse, mais en CAP, c'est sûr que en diplôme de CAP par rapport au CFA à la faculté des métiers, ils acceptent pas ça quoi. Pas en CAP, peut-être un contrat de travail en CDD ou en CDI, mais pas en CAP étudiant. Mm-hmm. Et on peut pas travailler en étant en pleine grossesse quoi. Alors, ce qui est compliqué pour vous, c'est que c'est comme si vous dites votre père par ce qu'il a dit à votre petite amie en disant si Anaïs décide de
de garder, de poursuivre sa grossesse, c'est plus la peine qu'elle vienne me parler. Ça renvoyait à une question de choix, c'est-à-dire entre lui, vous aviez à faire un choix entre votre père et l'enfant que vous portez, ce qui est une décision très très douloureuse parce que en fait y a pas, le choix ne se pose pas en ces termes-là. Le choix se poserait se pose en d'autres termes. Par exemple, ce que vous me dites là, c'est-à-dire par rapport à un avenir, vous dites bon, votre formation, vous êtes en train, voilà, vous dans cet apprentissage, ce métier que vous avez à cœur, le fait, vous dites à la fois vous y pensiez, mais est-ce que vous vous sentez prête? C'est ça, vous pouvez avoir un désir, vous avez un désir d'enfant, mais est-ce que vous vous sentez prête à accueillir un enfant? Est-ce que c'est quelque chose de très intime, c'est par rapport à vous, avec ce aussi par rapport à ce garçon, au couple que vous formiez, mais pas par rapport à cet enfant ou votre père, parce que c'est comme si vous gardiez cet enfant, vous perdez l'amour de votre père. Ça, c'est insupportable comme idée. C'est presque du chantage. En fait, ma question, c'est même pas presque, c'est du chantage. Oui aussi, mais ma question, en fait, elle tourne autour. Est-ce que vous pensez que si je le garde, admettons, il fera la gueule pendant 9 mois, mais est-ce que vous pensez qu'il reviendra en voyant le petit? Est-ce qu'il reviendra quand même vers moi? Il va pas me faire la gueule une éternité ou c'est vrai que mon père est très rancunier. Ça fait 3 ans qu'il est fâché avec son frère et il y a aucun des deux qui a fait le premier pas, et c'est ça qui me fait peur. Pardon, il y a aucun, il y a. Comment? J'ai pas compris. Votre père peut être très rancunier, vous dites? Voilà, et mon père peut être très rancunier et c'est vrai que là il fait la gueule à son frère depuis 3 ans et il y en a aucun qui est revenu vers l'autre. Oui, c'est son frère, hein. C'est pas comme avec vous. Dans les relations avec les frères et sœurs, il y a des rivalités de l'enfance qui peuvent effectivement perdurer à l'âge adulte et parfois effectivement tout au long d'une vie. C'est pas du tout la même relation que entre un père et sa fille, où il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et d'affection. Vous dites que votre père a été là pour vous quand il a su que vous étiez en famille d'accueil, que ça se passait pas bien. Enfin, il vous a repris avec lui, il s'est occupé de vous. Il a été présent pour vous et il tient à vous, votre père, même si par moments les relations ont pu être un peu compliquées, comme ça peut arriver. Il doit se faire du souci pour vous. Il doit être un peu inquiet pour vous aussi. C'est sa façon à lui d'exprimer son anxiété. Donc, ou encore, et d'une certaine façon, son autorité sur vous. Oui, c'est vrai qu'il a dû avoir une certaine fierté d'autorité, comme mon copain lui a dit que j'avais peur de l'annoncer moi-même. C'est vrai que d'après mon copain, il m'a dit qu'il avait un sourire très, je sais pas comment exprimer le mot, très pas lunatique, mais ironique. Un sourire très un peu satisfait, c'est-à-dire il devait peut-être se dire, ça montre que qu'il sait qu'il a de l'influence sur vous, ce qui est normal à votre âge. Oui, c'est normal à 18 ans que votre père c'est votre pilier encore, c'est lui, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Mais c'est vrai que je m'attendais à sa réaction. Je savais très bien qu'il allait dire exactement les paroles qu'il a dit à mon copain. Oui. Ça, je le savais très bien, mais après, bon, là je le sais, mais après là je le savais, mais maintenant je sais qu'il l'a vraiment dit, et là je me retrouve dans une situation où je me dis c'est mon père ou mon enfant. Non, c'est pas en ces termes-là que ça doit se poser, Anaïs. C'est ce que j'essaye de vous expliquer.
Mais bon, vous avez encore un peu le temps d'y réfléchir. Je crois qu'il faudrait que vous preniez le temps d'aller en parler, peut-être rencontrer quelqu'un, même dans un planning familial, voire une conseillère conjugale. Vous pouvez avoir plusieurs rendez-vous de façon assez rapide là, hein, pour pouvoir en parler, parce que ça ne doit pas se poser en ces termes-là. C'est pas votre père ou votre enfant. C'est votre enfant, c'est par rapport à vous et votre petite amie. Je vous dis par rapport à est-ce que vous vous sentez prête à accueillir? Moi, Et accueillir oui. et à accompagner, c'est-à-dire c'est pas accueillir simplement un bébé, porter un bébé, le mettre au monde, parce que évidemment ça c'est charmant, mais c'est pouvoir voilà, est-ce que vous êtes suffisamment comment dire, pouvoir c'est l'accompagner et Je sais bien ce que représente un bébé. Oui, et un non, enfant. mais ça va au-delà du bébé. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qui est en jeu. C'est un âge où vous-même vous avez à construire votre vie, et votre vie, notamment sur un plan professionnel, votre formation, sur beaucoup de choses d'ailleurs, hein, sur beaucoup de plans, avec une histoire qui est quand même compliquée derrière, hein. Je pense que c'est pour ça que mon père a réagi. Mais je pense, et on peut comprendre la réaction de votre père. C'est pour ça que je ne blâme pas votre père, même si sa réaction est assez, comment dire, dure, et que elle est pas, c'est comment dire, il faudrait qu'il en parle avec vous, parce que c'est pas, c'est vrai que tel que c'est dit. Que là, il a décidé vraiment de couper les ponts. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. C'est pas parce que là, tel que c'est dit, tel que vous le percevez, ça s'apparenterait à du chantage. Bon, je crois que lui-même doit être très anxieux pour vous, mais il doit avoir peur pour vous, parce qu'évidemment, il y a cette image où il vous a quand même manqué cette image de référence maternelle, où vous dites il y a eu cette histoire de maltraitance quand vous étiez petite fille. Il y a eu ce placement dans une famille d'accueil. Il y a eu ce père qui heureusement a été présent, mais il y a une histoire où vous avez besoin, vous encore, commencer de finir de vous construire. Bon, alors ça peut prendre un peu de temps, et au moment où vous construisez, vous êtes dans ce foyer, vous êtes dans votre formation, il va falloir aussi construire un petit être à côté, vous voyez, et pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. C'est pas infaisable, loin de là. C'est plus en ces termes-là que et votre père, il peut tout à fait être présent. Là, il se dit bon, c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas, et peut-être qu'il dit ça là, mais bon, après, si vous prenez la décision de poursuivre votre grossesse, on peut penser qu'il sera à vos côtés et qu'il sera peut-être ravi d'avoir un petit-fils ou une petite fille. Allez, je vais vous lire des messages qui arrivent pour vous. Il y a le subversif qui dit « C'est entre votre enfant et votre enfance que cela se joue ». C'est très joliment dit. Il y a Sergio qui dit « Et papa devint papy ». C'est un joli rôle aussi. Courage, je vous souhaite plein de bonheur, Anaïs. Il y a Isabelle qui dit si Anaïs veut garder son bébé, qu'elle montre à son père qu'elle ne lâchera pas son avenir professionnel pour le rassurer. C'est très juste ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est peut-être que reprendre un CAP, reprendre une formation. Moi, je crois que c'est important, même pour vous. Oui, je crois que c'est ça. Il y a pas. C'est là où c'est compliqué, mais il va falloir. Il y a pas tout lâcher là. Hein. Et puis Prune qui dit votre décision doit être libre. Il y a le lion de Carthage qui dit il faut jamais croire ce que disent les papas, tous des sauvages. Il dit à rire, un verre avec le beau-fils, de bons mots et tout ira mieux. Ah zut, j'ai fait une manip là, et puis les messages ils arrivent de façon très très bizarre. Je voulais aussi vous dire que mon copain vous écoute en ce moment, donc. Eh bien, écoutez, je le salue alors.
C'est vrai que les témoignages sont très importants pour nous. Si quelqu'un veut témoigner ou je peux communiquer mon numéro de téléphone. Non, écoutez, moi je pense, attendez, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Vous pouvez avoir vous savez, autour des grossesses, il y a des. Je préfère être un peu prudente parce que je vois à travers les messages, il y a des positionnements, comment dire, assez idéologiques autour de la grossesse, plutôt anti-VG et tout ça. Donc, je serais plutôt prudente. Et je pense, Anaïs, que déjà c'est compliqué pour vous. Et avoir vous n'avez pas besoin d'être parasité forcément par beaucoup d'influences extérieures. Je pense que c'est important de vous recentrer sur vous et d'aller en parler. À ce moment-là, vous pouvez aller dans des plannings familiaux, demander à rencontrer des conseillères conjugales. Renseignez-vous et là, vous allez voir, vous aurez des entretiens, mais faites-le vite. Et où vous pourrez essayer d'y voir un petit peu plus clair. Il y a des psychologues même, et vous pourrez aller parler un petit peu de tout ça, soit au sein de l'hôpital, il y a le planning familial, vous pouvez téléphoner dès demain. D'accord. Et il y a des permanences, sinon demandez à la mairie. Et vous verrez, il y a des psychologues et conseillères conjugales. Alors le titre peut vous faire, vous dites tiens pourquoi conseillère conjugale. En fait elles sont formées, elles peuvent vous accueillir comme ça pour toutes ces questions autour de la grossesse, les questions que vous vous posez par rapport à tout ça. Il y a aussi des psychologues qui pourront vous accueillir. D'accord. Je suis embêtée parce que j'ai un problème avec les SMS, j'arrive plus à les lire. Quelqu'un qui dit en tout cas c'est pas l'âge, vous êtes très jeune et l'image du père est difficile à affronter à tout âge. Et puis mon père est très jeune. Comment ? Mon père est très jeune, il a 41 ans. Oui, il est très jeune, oui. Et donc Salomon qui dit ça doit avant tout c'est avant tout votre décision qui compte et ça doit rencontrer l'adhésion de votre ami. Je lis un peu juste ce que mon écran a bugué, donc je lis, j'ai le début et la fin, donc je suis désolée. On va essayer de réparer ça. Voilà Anaïs, ce que je pouvais vous dire et vous lire ce soir. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Mais prenez rendez-vous. Vous êtes dans une grande ville ? Oui, de Rennes. Ah oui, donc oui. Écoutez, soit vous allez à l'hôpital, vous voyez, il y a le service. Soit c'est dans le planning et au sein du service maternité. Donc il y a le planning familial. Soit vous pouvez demander à la mairie et vous demandez où se trouve le planning familial. D'accord. Et on vous donnera un rendez-vous. Il y a même parfois des permanences sans rendez-vous. Hein. D'accord. Écoutez, je vous remercie Caroline, c'est très gentil. Je vous en prie. Au revoir Anaïs. Au revoir. Raphaël, la petite misère. Alors j'ai un message qui dit on sent chez Anaïs quand même beaucoup de maturité et puis une entente avec son fiancé qui inspire beaucoup de confiance avec l'aide de professionnels. Il y a quelqu'un qui dit votre père vous a eu jeune, son histoire s'est mal passée, peut-être a-t-il peur que cela se reproduise. Et puis quelqu'un dit donner naissance à un bébé, c'est s'engager pour élever un enfant, un adolescent, accompagner un jeune adulte, mais pourquoi pas ? Alors évidemment, accompagner un jeune adulte, Anaïs, elle a 18 ans, mais quand il sera adulte, son bébé, elle sera elle-même beaucoup plus âgée, forcément. Donc, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Il faut en tout cas qu'elle sorte de cette dialectique, son bébé ou son papa, qui est on est en pleine rhétorique oedipienne là, donc mais ça serait un autre sujet. Allez, on va retrouver Patrick. Bonsoir Patrick. Je suis désolé pour
Mais oui, j'entendais que vous n'y êtes pour, enfin, il y avait un problème avec votre téléphone. Vous l'entendiez peut-être pas, mais moi à l'antenne, hein, j'entendais des blancs entre deux et je craignais un petit peu, ouais. Ce qui est tombé en panne. Oui. Bon, bah écoutez, l'important c'est qu'on puisse se reparler. Donc, c'est un peu compliqué quand on reprend comme ça le cours d'histoire. Après, surtout peut-être pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au tout début de l'émission, comment résumer votre histoire ? Dire que vous êtes marié depuis 34 ans. Vous avez 56 ans. Depuis, pardonnez-moi, hein, je vais être très synthétique, c'est compliqué à résumer, mais bon, vous aurez le temps de reprendre. Je vais. Vous êtes depuis 15 ans, vous avez une liaison avec une femme. Et finalement, vous êtes tombé malade. Gravement malade puisque ça a été au départ en 2003 un cancer de la prostate, en 2008 vous avez eu des problèmes cardiaques et puis début 2009 on vous a trouvé des métastases osseuses au foie, aux poumons. Et la gravité de la maladie, vous a amené aussi à réfléchir aussi sur vous-même, sur peut-être la perspective d'une échéance, la possibilité d'envisager votre éventuel décès et surtout une prise de conscience de la puissance de l'amour qui vous liait à cette femme avec qui vous avez une relation depuis 15 ans. Au point d'en parler à votre épouse de cette relation et de demander à ces deux femmes, au cas où le pire arriverait, qu'elles soient présentes toutes les deux à votre chevet, vos derniers moments. C'est-à-dire que bon, alors évidemment, c'est en espérant que ce scénario n'arrive pas, hein, mais bon, c'est comme si ça vous rassure en quelque sorte, ça vous réconforte de dire qu'elles puissent être là toutes les deux. Et étrangement, l'une et l'autre ont accepté. Enfin, c'est ce que j'ai moi de ma place entendu. Maintenant, voilà, peut-être que les choses sont différentes, mais c'est vrai que c'était mon souhait. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé de la question de l'intimité, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé comme ça. Oui. J'ai encore un problème de téléphone. C'est pas vrai. Vous avez un souci avec votre téléphone de nouveau ? Non, c'est bon. Non. Non, c'est pas très bon. On vous entend pas très bien. Ah bon ? Ouais. Il va falloir changer votre téléphone. Vous voyez, là, il y a des choses. Voyez, vous anticipez beaucoup sur l'avenir. Il y a des choses plus dans votre quotidien à changer, hein, Patrick. Votre téléphone en premier lieu. Pour ça, billet neuf, je l'ai acheté à peine un mois. Alors, Ah, voyez, oui, mais c'est pas, on ne dira pas la marque, mais ça va pas, ça, hein. Et oui, vous voyez, bon, c'est plus pragmatique, mais ça va pas, là, hein. Il est peut-être encore vous pouvez peut-être encore les changer, là. Mais là, je vous entends bien. Ouais, mais nous, on vous entend très très mal, hein, franchement. Franchement, bon, on va vous rappeler. Je suis désolée, mais on va accueillir Régine. C'est pas possible, on vous entend pas. On va accueillir Régine. Restez, on fait une réaction. On va vous mettre le retour pour que vous nous entendiez et on vous garde là parce que Régine a entendu la première partie. Elle était là en début d'émission. Elle vous a entendu et elle voulait réagir à vos propos. Bonsoir Régine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Écoutez, je suis intervenue sur l'antenne. Mais la semaine dernière, à la veille de ma chimio. Et oui. Puis, oui, je me souviens de vous. Oui. Oui, vous savez les têtes de souris. Oui, vous vous rappelez ? bien sûr.
Mais écoutez, je sais pas trop ce que j'ai laissé comme message parce que c'est vrai qu'il est tard. Hein, bon, j'ai pas fait. Mais je veux dire à Patrick qu'il faut pas. Il faut qu'il profite de tout l'amour que peut lui donner soit sa femme, soit sa maîtresse entre guillemets, ce que j'ai dit au standard. Voilà, c'est la meilleure des thérapies. Et moi, je l'entendais très bien au téléphone. Moi, je l'entends très bien et puis. Mais il faut garder espoir. Écoutez, moi j'ai passé le scanner ce matin, j'ai pas voulu savoir le résultat parce que bon, ça va quoi. Il y a des moments où il y a des jours où on n'a pas envie. Aujourd'hui j'avais pas envie, mais écoutez, je suis très bien, je suis en forme. Enfin, je suis en forme, hein. Entre guillemets encore. Mais bon, voilà. Mais je veux dire à Patrick, il faut garder l'espoir. Alors il est avec nous, hein, Patrick. Il vous entend. Oui. Patrick, vous êtes là ? Oui, oui. Pour garder l'espoir, il faut aussi que votre femme vous aime. Il n'y a pas de. Je peux le comprendre et votre maîtresse aussi. Et vous pouvez couper votre radio, Patrick, parce que ça fait du Larsen là. Oui, oui. Ouais. Voilà. On va y arriver. Il faut prendre l'amour que tous les gens puissent vous donner, que ce soit votre femme, votre maîtresse, ou vos amis, ou vos parents, entre guillemets, votre parenté, vos enfants. Ça fait du bien, quoi. Ça fait chaud au cœur. Et puis, écoutez, c'est ce qu'il faut. Il faut pas vous penser. Moi, j'ai un petit peu le même problème que vous, mais il faut garder le moral, quoi. Je crois que c'est très important. Moi, j'ai passé le scanner ce matin pour le compte rendu de tous les chimios que j'ai pu faire. Et puis, j'ai dit, je vais pas voir le médecin. Aujourd'hui, j'avais pas envie. Ce matin, à 8h du matin. J'avais pas envie. Donc, je sais pas. Mon cancérologue me le dira et puis basta. Pardon. Mais bon. Oui, donc finalement, bon, là, au-delà des considérations, vous comprenez, étant donné en tant que malade, hein, vous-même, Régine, vous vous dites bon, allez, comme vous dites, basta. Dans ces cas-là. On s'embarrasse pas de considérations, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Alors, c'est vrai que, évidemment, c'est la situation, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que vous comprenez bien, et vous aussi, Patrick, vous m'appelleriez dans la même situation. Et c'est ça qui est où vous ne seriez pas dans cette dans ce contexte-là, hein, de la maladie, dans la gravité de votre maladie. Bon, je me dirais, d'ailleurs, vous ne feriez pas la même demande. Oui, certainement. Vous ne seriez pas dans cette demande-là vis-à-vis de ces deux femmes, parce que au fond, je vous ai dit tout de suite, c'est quand même beaucoup demandé à votre épouse, et au fond, d'accepter que vous ayez cette autre vie, puis la présence aussi de cette autre femme, mais il y a là face à une urgence, finalement, une urgence à vivre aussi, d'une certaine façon. Votre épouse, dans l'amour qu'elle vous porte, et dans l'éventualité, de vous perdre aussi. Elle vous laisse, et c'est aussi quelle preuve d'amour, elle vous laisse vivre ce que vous avez à vivre. Mais dans un autre contexte, c'est vrai que je vous tiendrai d'autres propos. Oui, j'entends bien ça. Hein, forcément, parce que je me dirais, bon, oui, d'accord, vous, mais et les autres, c'est-à-dire il n'y a pas que vous, il y a d'autres personnes en jeu et avec aussi leur sensibilité. Oui. Il faut garder le moral, il faut. Oui, Régine, j'entends. Vous voyez, c'est ça. Je suis désolée. Hein, je peux pas m'empêcher, moi. Je suis d'accord. Oui, bien sûr. Mais alors c'est une vraie question. C'est presque une question. C'est ça. Quand est-ce que finalement le fait d'être souffrant, d'être souffrant et d'être malade et d'être peut-être au bord du gouffre autorise tout.
sais pas dans quel état est Patrick, mais bon, ni quel âge il a, ni bon, c'est pas évident, mais il y a toujours de l'espoir, quoi. Écoutez, et puis il faut prendre l'amour que vous donnent les gens, que ce soit votre femme, votre maîtresse ou quiconque. Écoutez, moi hier, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais aux obsèques de mon oncle qui avait 78 ans, qui est décédé d'un cancer de la prostate avec des métastases. Mais j'ai passé une journée merveilleuse, quoi. Ça surprend les gens quand je le dis. Moi, c'est vrai que je suis malade moi aussi et que les gens étaient contents de me voir. Parce que moi, j'étais contente de les voir aussi. Mais j'ai reçu plein d'amour hier. Je dis des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et c'est ça qui est important. C'est bon. Alors, je vais vous lire aussi des réactions qui arrivent. Alors Salomon qui dit: Patrick, vous vous débattez pour garder ces deux femmes dans leur totalité, leur absolu, mais avant toute chose, gardez absolument la vie, vous dit Salomon. Ouais. Il y a aussi des réactions. Monica qui dit: je compatis à la douleur de Patrick, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu choquée, d'être demandé de ce qu'il a pu demander à son épouse, parce que je pense qu'il aurait jamais dû lui parler de sa maîtresse. Je suis sans doute un peu dure, mais je pense surtout à sa femme, dit Monica. Bon, oui, non, mais chacun réagit en fonction de son vécu, Régine. Vous comprenez? Chacun réagit en fonction de son vécu. C'est normal. Je crois qu'il aurait dû en parler à son épouse bien avant. Je crois qu'elle a dû s'en rendre compte bien avant, de toute façon. Je sais pas. Moi, je parle en tant que femme. Peut-être qu'elle a, fermé les yeux. C'est possible. Je pense qu'elle aime énormément son mari et puis. C'est fort possible qu'elle ait fermé les yeux, je pense, et qu'elle vous aime et qu'elle avait envie de vous garder. On peut le penser, Patrick. Je pense que même si vous avez été très discret, vous savez, j'ai tendance à penser que même si vous n'avez jamais découché, il y a quand même certains signes qui ne trompent pas parfois. Et qu'une femme qui vous connaît bien, moi je suis assez d'accord avec vous, Régine. Et je pense qu'elle vous aime énormément pour accepter ce que vous voulez. La preuve vous en est donnée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce que, vous voyez, elle... C'est une preuve d'amour immense, je trouve. Immense, ça c'est certain. Ouais. Oui, c'est-à-dire elle vous laisse vivre ce que vous avez à vivre, ce qui peut vous effectivement, comme vous le dites, Régine, vous donner ce goût, cette énergie, tout ce qui peut vous faire du bien en ce moment. Finalement, dont vous avez besoin, voilà. Mais bon, au détriment peut-être de la sensibilité, parce que c'est difficile. C'est ce que dit le subversif, qui dit l'urgence à ce versant abrasif qui met les chairs à nu, le cœur à vif, l'éclairant d'un jour désinhibé, aux dépens peut-être des sensibilités alentour. C'est vrai qu'il y a cette urgence, oui, mais alors il faut profiter de tout ce que peuvent vous apporter les gens. Je veux dire, il y a tellement d'amour, je sais pas, moi c'est mon cas, et c'est très bon, quoi. Ça fait du bien. Alors c'est vrai que c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher, Patrick, de évidemment, comme Régine vous le dit, elle a vivant en tant que malade, étant dans ce côté de dire oui, prenez ce que on peut vous donner comme amour, et puis en même temps, évidemment, je me dis aussi, il y a les autres autour. Bon, en même temps, ces deux femmes, vous aiment suffisamment pour vous entourer de cet amour. Écoutez, vous avez cette chance-là d'être aimé. Mais il faut dire à Patrick qu'il n'est pas en fin de vie, quoi. Pas du tout. Mais attendez, Régine, il n'a pas. Patrick a bien dit aussi que vous disiez que c'était forcément on anticipe, mais c'est une façon aussi. Ça peut être une façon aussi de se rassurer. Je sais pas. Moi, je vois. Oui, alors il y a Osiris qui dit quelque chose aussi d'important, qui dit finalement pourquoi doit-on être dans des situations aussi extrêmes pour exprimer tant d'amour? Oui, c'est vrai, mais c'est à ces moments-là qu'on exprime le plus d'amour de toute façon. C'est vrai. Parce qu'on est en demande quelque part, on est en demande de toute façon, ça c'est sûr. Et puis les gens le ressentent peut-être aussi, ils vous en donnent aussi, je sais pas.
C'est très particulier. On est dans une situation très bizarre. Et puis. Alors bon, mais je crois que vous avez, c'est aussi une façon d'être rassuré, comme dit quelqu'un, et puis ça vous permet, comme dit cette personne, de après mettre toute l'énergie à vous battre. Mais c'est vrai que c'était la question que je pose autrement. Dire bon, Petite Plume dit, être malade, est-ce que ça peut tout légitimer? Bon. Non. Moi, je pense que non, personnellement, mais à partir du moment, vous en avez parlé, eh bien, ces deux femmes, votre épouse et celle avec qui vous aviez jusque-là une liaison secrète, eh bien, sont présentes et écoutez, elles sont aussi adultes et responsables. Voilà, vous, maintenant, ça vous permet aussi peut-être, vous, d'être plus apaisé par rapport à cela. Et c'est important aussi, Patrick, non ? Oui, j'entends bien. Moi, j'en ai parlé parce que c'est vrai que d'abord les médecins m'ont dit quand même que il y a les métastases, je vais les garder. Donc l'idée de la guérison, c'est terminé. Enfin bon. Bah, écoutez, attendez, on va pas aller, Régine, contre ce que disent aussi écoutez, les médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense après que je peux avoir une rémission suffisamment longue. En termes de guérison, je crois que c'est bon. Les métastases osseuses ne partiront plus. Donc, écoutez, moi, ça fait 1 an que j'ai des métastases osseuses. Et je pouvais plus marcher, je pouvais plus porter mon sac, je pouvais plus me lasser mes chaussures. Écoutez, je vais très bien. Je sais pas quel âge vous avez, Patrick, mais bon. 56 ans. Mais moi, j'en ai 52. Alors, écoutez. Oui, enfin moi, c'est ce qu'on m'a dit et c'est comme ça que je le vis. Parce que mon souci, c'était de voilà, ce qui est compliqué pour moi, c'est que là où j'en suis, j'ai du mal, j'ai pas envie de faire souffrir ma femme. Je sais très bien, par toutes les preuves d'amour qu'elle m'a montrées depuis des années, et notamment dans ces temps, elle a toujours été présente de manière très sensible pour m'accompagner dans toutes mes difficultés, mes souffrances. Et moi, j'ai absolument pas envie de la faire souffrir. C'est vrai que j'ai parlé de ce que je vivais avec une autre femme parce que je dirais cette perspective de la mort m'a mis dans une espèce d'urgence de la vérité. Je voulais, je dirais que si je meurs, j'espère le plus tard possible, partir en paix en ayant dit les choses. Et je crois que quand Caroline, vous dites que la maladie ne légitime pas tout, je crois que vous avez raison. Je n'avais pas vu les choses forcément comme ça. Je crois qu'effectivement, ça légitime pas tout. Non. La question de l'intimité, effectivement, je l'avais pas envisagée comme ça, et je vais me re-questionner là-dessus. Voilà. Moi, je pense que je pense que le demander qu'elles soient présentes toutes les deux, c'est quand même exiger d'elles quelque chose de très difficile. Oui, en même temps, je l'exprimais, je dis bien avec ces mots, en termes de souhait. En disant les personnes sont grandes et adultes. Mais attendez, vous savez ce que quand c'est quelqu'un, vous l'exprimez là, mais imaginons au pire après si c'est un moment où si vous étiez à un moment que votre état se dégradait, que vous n'êtes plus en état, c'est un vœu qui est formulé, on le respecte. Parce que c'est un et finalement elle se sentirait presque piégée. Contrainte, piégée. Vous voyez, il y a quelque chose de on se sent obligé. Je trouve que vous les mettez l'une et l'autre dans une situation extrêmement difficile. Et je crois que ça mérite quand même réflexion, notamment quand même auprès de votre épouse. Mais j'espère que vous aurez le temps de les faire rencontrer, ces deux personnes que vous aimez de toute façon. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous, Régine. Je sais pas. Non, je suis pas d'accord. C'est là où je pense qu'être malade ne légitime pas tout, et que vous ayez. Écoutez, vous avez déjà votre épouse vous permet de vivre, d'avoir cette liaison, de vous permet parce qu'elle sait au fond que vous trouvez auprès de cette femme l'amour de quelque chose qui vous permet de lutter aussi et de vous battre, de trouver l'énergie. Maintenant, de là à faire en sorte qu'elle se rende compte, qu'elle sympathise et qu'elle soit amie. Non. Si après elle demande qu'il y ait une demande qui émane d'elle, là c'est différent. Mais que Patrick ne soit pas le lien.
Non, mais il je faut crois quand que- même je pas crois trop que exiger. Si ces deux femmes l'aiment comme le dit Patrick, quelque Elle part, l'aime, vont c'est se suffisant. retrouver, quoi. Elles vont se retrouver quelque part. Peut-être, mais Pas ça tout de suite, viendrait mais- d'elle. Mais voilà, tout à fait. Mais je crois que c'est. Et je crois qu'il a. Je pense que ça vous rassure. Je comprends, Patrick, que ça vous rassure. Mais Oui, vous avez c'est cette rassurant. possibilité, écoutez, d'être aimé Voilà. et follement Il en aimé, profite. terriblement aimé. Ça va vous donner une force extraordinaire. Mais qu'ils prennent toute l'énergie que Prenez ces deux femmes peuvent ça. vous donner. Ça me Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, c'est bon. Vous êtes terriblement aimé, et par votre épouse, et par cette femme. C'est le plus important. hein. Bon, il y a un pacte entre elles deux. Vous savez qu'elles sont là. Oui. Ô combien, hein. Ah oui. Bon, ça va vous aider. Après, bon, voilà, ça vous laisse le temps et peut-être effectivement d'en parler aussi à votre épouse. Et ne lui en dites pas trop à votre épouse. Parce que vous avez besoin d'une exigence de vérité, mais ça peut faire souffrir. Ne dites pas depuis quand dure votre liaison et tout. C'est quand même très douloureux, hein. 15 ans, c'est dur. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez parler à d'autres. Parce que la vérité peut faire mal, hein, c'est aussi... Elle sait que vous avez quelqu'un, elle n'est pas obligée de savoir depuis quand. Je pense aussi. Aimer l'autre, c'est aussi parfois ne pas tout dire pour le protéger. Oui. Hein? Non, mais il faut dire. à Merci en Patrick tout qu'il garde cas de espoir. votre confiance. Et puis, vous pourrez nous rappeler, Patrick, pour nous donner de vos nouvelles, pour nous dire un Merci petit beaucoup. peu. D'accord? Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Je vais réfléchir à tout ça. Échangez de téléphone hein, pour nous Oui, rappeler. oui, oui, oui. Allez, je vous embrasse. hein. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir, Régine. hein. Prenez soin de vous aussi. Au revoir. Véronique Sanson, qu'on me pardonne. Petit SMS du Subversif qui me dit c'est l'urgence de Patrick, c'est son jugement, c'est son reste de vie à vivre. Oui, mais il y a les autres aussi. Oui, c'est difficile. hein. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des informations.